Bonjour à toutes et à tous. Avant de vous présenter ce prestigieux plateau on est très heureux d'accueillir ici à Château-Vallon, je voulais vous rappeler qu'en sortant vous pourrez avoir des petites vidéos comme ça de situations, vous savez, en 3D de la Marine nationale, de Ifremer et aussi de l'Institut océanographique de Monaco, qui sont trois partenaires importants pour cette thématique Passion Bleue. Donc très heureux de vous recevoir ici à Château-Vallon, de recevoir les internautes via Facebook, puisque la conférence va être retransmise en direct sur les réseaux. Donc je veux, avant de... Tu peux laisser le son. Avant de commencer, je voulais, ce que vous avez entendu en entrant dans la salle, eh bien, nous a été offert par l'Université de Toulon, Hervé Glotin, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un chercheur qui met des hydrophones en Méditerranée depuis quelques années, qui écoute les cachalots et d'autres cétacés. Et donc, il nous a fait une bande sonore de tous ces clics. Voilà, dont François Sarano parlera certainement mardi prochain, le 13 octobre, quand il viendra nous expliquer que ses sentiments, ses sensations quand il plonge avec ces magnifiques animaux. Donc évidemment, Catherine Chabot, qui va être la maîtresse de conférence aujourd'hui et avec qui on va pouvoir dialoguer. Catherine Chabot, qu'on ne présente plus, enfin qu'on présente en disant que c'est une grande navigatrice. C'est aussi une femme absolument très entreprenante, qui est députée également, qui s'occupe depuis longtemps, qui a... je dirais, le souci de la mer, des océans et de l'écologie en général. Donc on est très heureux, Catherine, de t'accueillir aujourd'hui ici à Château-Vallon, parce que on veut que cette institution, cette scène nationale, soit le plus possible un croisement entre l'art, la science, y compris les politiques, tous les penseurs. Hier soir, on avait Edgar Morin et Laurent Balesta qui nous ont fait une magnifique conférence. Edgar va revenir tout à l'heure. Jean-Michel Djian, qui est ici présent, va aussi animer demain une conférence sur la politique et l'écologie. Enfin bref, on essaye dans ces week-ends-là de brasser un petit peu tous les sujets qui nous tiennent à cœur et surtout de croiser les savoirs, de croiser les émotions, de croiser à la fois de faire que tout puisse se mélanger et dialoguer. Donc, à tes côtés, David Morlet, qui est le représentant de TLV, c'est-à-dire qui va pouvoir s'exprimer au nom justement de ce service absolument indispensable, et en même temps justement qui est confronté lui-même à l'utilisation de la mer dans notre belle région. Françoise Gaille, qui est docteur émérite au CNRS, qui est je dirais, en dehors de ce titre absolument fantastique, qui est d'abord une biologiste et quelqu'un qui est très engagé depuis longtemps dans la défense, je dirais, de notre bien commun, qui est la mer et les océans. J'espère, Françoise, que je vous ai bien présenté. On a aussi le plaisir, l'immense honneur de recevoir Laurent Inard, qui est, comme vous le savez, préfet maritime, et qui, lui aussi, eh bien, est à la fois un passionné de la mer et qui, en même temps, de par sa mission, est confronté, enfin, doit faire des compromis, doit essayer de concilier des intérêts extrêmement différents. Donc, on sera c'est très important pour nous d'écouter sa parole. Marc Duncombe, à ses côtés, qui, lui, dirige le parc national de Port-Cros, que beaucoup ici, je crois, comme moi, connaissent bien, fréquentent. On sait à quel point le parc national de Port-Cros représente, je dirais, est un bel exemple de toutes les tensions qui s'exercent autour de ce problème dont on va parler aujourd'hui, qui n'est pas seulement un problème, mais aussi de cet émerveillement qu'est la nature de la mer et des océans. Donc on est très heureux, Marc, de te recevoir aussi, parce que ça permet toi aussi de raconter à la fois tes utopies, tes ambitions et puis les contraintes auxquelles tu es soumis. Olivier Otto, lui, non pas des last but not least, c'est-à-dire est une figure éminente de l'aquaculture ici
à Toulon, et particulièrement à la Seine, à Tamaris. On sait, disons que le Tamaris abrite depuis longtemps des aquaculteurs. Je dirais même que je pense que ici c'est sans doute une tradition qui remonte à très loin. On le saura tout à l'heure, Olivier nous le dira, mais en tout cas on est aussi très heureux et justement ça nous tenait à cœur de recevoir, d'essayer d'avoir une conversation comme vous allez avoir aujourd'hui, de façon le plus pluraliste possible pour échanger des points de vue très différents. Donc merci à vous tous d'être ici, de nous faire le plaisir, l'honneur de nous éclairer, et je laisse maintenant la parole à Catherine qui va mener avec brio ce débat. Merci à vous. Eh bien, bonjour à tous. Un grand merci, Charles, je ne sais pas où tu es. Voilà, tu es là. Un grand merci parce que tu nous donnes, à nous qui prenons soin de la mer sur cette scène, tu nous donnes vraiment l'opportunité avec ce thème Passion bleue, de le partager au plus grand nombre. On va bientôt rentrer dans la décennie de l'océan, hein, Françoise, ça va être en janvier 2021. Pour 10 ans, les Nations Unies lancent un vaste programme, la décennie de l'océan pour le développement durable. C'est un grand programme de recherche, mais aussi un grand programme de partage de ce qu'est l'océan, de ce à quoi tous les services qu'il rend à l'humanité. C'est aussi un océan qui est terriblement impacté par les changements climatiques, par les pollutions, et on va en parler de tout ça. Et on a besoin de parler, de partager tout ça avec le plus grand nombre, parce que l'océan ne rend pas des services qu'aux aquaculteurs, qu'aux marins, qu'aux parcs nationaux, qu'à ceux qui le traversent ou aux océanographes. L'océan nous rend des services à tous, c'est la moitié de l'oxygène que nous respirons. Il capte, mais ça Françoise nous en parlera tout à l'heure, plus du quart de nos émissions de CO2. Et donc on a besoin de vous mobiliser tous. Et c'est ça le sens de l'appel que nous avons lancé, l'océan bien commun de l'humanité. Ça veut dire quoi? C'est que ce n'est pas uniquement le bien commun de ceux qui sont sur scène, c'est notre bien commun à tous et que nous en sommes tous responsables à titre individuel et collectif. Alors, juste une petite évocation personnelle, ce sentiment fort de responsabilité individuelle et collective, c'est celui que
que j'ai ressenti, moi, lors de ma première traversée de l'Atlantique, c'était en 91, en voyant en plein milieu de l'Atlantique des déchets. C'est idiot, mais moi, mon engagement, il vient de là. Et donc, l'histoire de l'océan, de ce concept, cette notion, il est né en 2013, alors que nous avions organisé une conférence internationale sur ce qu'on appelle la haute mer. C'est la mer au-delà des zones économiques exclusives. Nous avions lancé déjà un appel pour l'océan. Et dans cet appel, nous parlions de l'océan comme d'un bien commun. Et puis, quelques-uns d'entre nous, notamment l'Institut français de la mer, Eudes Réblier n'est pas avec nous, Françoise, qui était déjà là parce qu'on a besoin de la science pour nous éclairer, on a travaillé sur cette notion de bien commun. Et puis, c'est devenu pour nous une évidence qu'il fallait tenter de le faire reconnaître au niveau des Nations Unies. Et on a un objectif qui est extrêmement ambitieux. Et je commence la conférence par là, mais je veux vous expliquer pourquoi nous avons baptisé cette conférence Océan bien commun. L'ambition que nous avons, c'est qu'il y a un traité en ce moment qui est en train d'être négocié au niveau des Nations Unies, et nous voudrions voir insérer dans le préambule cette notion de bien commun. Pourquoi faire? Pour mettre la responsabilité au-dessus des principes de droit souverain des États dans les zones économiques exclusives, mais aussi de liberté de navigation en haute mer. Le droit de la mer n'a pas soustrait les États, mais pas les individus ou les collectivités territoriales ou les entreprises non plus, de leurs responsabilités. Alors Françoise, tu as été présentée tout à l'heure par Charles, mais tu es un élément essentiel aujourd'hui dans le paysage français et même international de la connaissance, mais aussi de la préservation de l'océan. Tu es une spécialiste des grands fonds marins. Alors je suis très jalouse parce que Françoise a fait des plongées par... Combien? 2000 ? En général, 2005. 2005. Tu en as fait combien dans ta vie? Une trentaine. Voilà. Pourquoi l'océan est notre bien commun, Françoise? Alors pourquoi? D'abord, il faut entendre bien, non pas comme propriété au sens monnayable. Il faut entendre bien comme quelque chose qui... C'est le bien. Quelque chose qui est vraiment... dont on a besoin. Pourquoi est-ce que l'océan est un bien commun? Parce que, en fait, l'océan, c'est ce qui nous permet de disposer de l'eau sur Terre. 97% de l'eau vient de l'océan. C'est aussi l'oxygène dont tu as parlé, mais c'est aussi le fait qu'aujourd'hui, par exemple, avec tout ce qui est gaz à effet de serre, on a une quantité astronomique de chaleur qui est déversée dans l'atmosphère. Et cette chaleur, plus de 90% est absorbée par l'océan. Et donc, si vous imaginez, si on n'avait pas l'océan, qu'est-ce que ça serait? En fait, on n'existerait plus, on grillerait à la surface de la Terre. Donc voilà un premier point pour lequel l'océan est un bien commun. Et puis je pense qu'il y a d'autres aspects aussi, parce que cet océan, c'est finalement le dernier espace naturel que nous ayons aujourd'hui. Si on regarde l'ensemble des terres immergées, les États s'en sont emparés. Si on regarde l'océan, justement, les États ont la zone économique exclusive, mais au-delà de cette zone, comme tu le disais tout à l'heure, il y a un espace qu'on peut dire de liberté, mais qui est aussi le premier arrivé et le premier servi, et qui peut entraîner un certain nombre de déséquilibres géostratégiques au niveau mondial. Et puis je pense que la façon dont on peut apprécier l'océan, c'est aussi le fait que, en dehors de tous ces services qu'il nous rend, il est l'avenir de l'humanité aussi, dans ces sociétés qui, pour l'instant, cherchent de l'espace, par exemple. Pour l'instant aussi, cherchent des ressources minérales. Et puis, des substances qui sont des substances qui peuvent être intéressantes pour la santé humaine, plus un certain nombre d'autres richesses, c'est-à-dire qu'en fait, cet océan nous rend un nombre de services innombrables que nous ignorons encore aujourd'hui. Et en fait, l'appel est aussi là pour faire parler cet océan à travers nos voix
et vous faire partager cette importance de ce dernier espace naturel de la Terre. Alors, on a vécu avant cette histoire. Pourquoi aller chercher le préambule du futur traité? Parce que au moment de la COP 21, nous avons vécu une aventure assez incroyable. C'est qu'avec Françoise et d'autres acteurs, des ONG, des institutions, le secteur économique, nous avons créé la plateforme Océan et Climat. Et tout simplement pour faire entendre la voix de l'océan dans les négociations climatiques. Malgré tout ce que Françoise vous a évoqué, l'océan n'était absolument pas au cœur des négociations climatiques. L'océan, il n'y a que la terre, il n'y a que les forêts qui étaient, l'agriculture qui était mentionnée comme puits de carbone. L'océan, c'est aussi les écosystèmes marins, il y a des puits de carbone aussi, que sont les mangroves, que connaît bien Marc, qui sont les herbiers, mais aussi les zones humides, etc. Et donc, on a réussi, grâce à notre mobilisation, à faire entrer, on était terriblement fiers, le mot océan, les écosystèmes marins, dans le préambule de l'accord de Paris. Et n'empêche que ça a été le déclencheur. C'est un peu ça qu'on va chercher. Faire comprendre aussi aux gens, à tous les négociateurs, qu'il n'y a pas que la terre qui compte. Essayer de prendre véritablement, de mobiliser l'intégralité aussi des citoyens, qu'ils habitent au sommet de la montagne ou qu'ils naviguent en haute mer. Donc on y croit et on a aussi une mobilisation citoyenne. Alors depuis le début, on a lancé l'appel qu'on peut signer sur oceanascommon.org en compagnie des marins du Vendée Globe. Vous savez que le Vendée Globe va bientôt, la prochaine édition part dans moins d'un mois, le 8 novembre, et les skippers qui sont de plus en plus engagés, ça va être le thème de notre deuxième conférence cet après-midi à 18h, ont lancé cet appel avec nous. Beaucoup d'entre eux participent à la connaissance. Vous allez voir, on en reparlera tout à l'heure, ils mettent des capteurs océanographiques sur leur bateau et ils soutiennent des associations. Et puis, on a relayé l'appel dans différents endroits. Récemment, nous étions à la Trinité-sur-Mer et à chaque fois, on fait des conférences. Et on a inauguré une plaque. Vous savez, de plus en plus je ne sais pas s'il y a des maires, des élus dans la salle, mais on a de plus en plus dans les collectivités, vous avez des plaques à côté des égouts, des grilles d'égouts. Ici commence, là, comme la mer commence ici. Il y en a à Toulon. Je les ai photographiés l'été dernier à Toulon. Il y en a à Toulon. Et on a inauguré une jolie plaque à la Trinité-sur-Mer. Donc on était très fiers. Donc qu'est-ce qu'on va chercher avec ce concept-là? On va chercher un accélérateur de mobilisation. Et c'est aussi ce dont on va parler pendant cette table ronde, parce qu'il y a des problèmes, mais il y a aussi des solutions. Moi, je sais que c'est beaucoup là-dessus que je me suis mobilisée ces dernières années, encore aujourd'hui au Parlement européen, où je peux vous dire c'est pas facile, mais on arrive à faire monter le niveau de la mer. Et donc de l'état des lieux, de la bonne santé, la santé de l'océan, on était censé retrouver la bonne santé des écosystèmes marins et côtiers en 2020. Autant vous dire que je crois qu'on en est loin. Donc on va en discuter avec vous. J'ai peut-être envie de commencer par vous, amiral, donc Laurent Isnard, qui êtes le préfet maritime de toute la Méditerranée, enfin la Méditerranée sur les zones économiques exclusives françaises, enfin la mer, la mer française. Quel est le point de vue de l'État? D'abord, à quoi vous servez? Pardonnez-moi. Quel est votre... Je ne veux pas déranger, mais... Je ne veux pas déranger. Non, mais pardonnez-moi, je suis contente de démarrer par un marin. Oui, quel est l'état des lieux? Et finalement, quel est votre rôle En fin de compte, moi, je suis un préfet. Et au lieu d'être un préfet à terre dans un département, moi, je m'occupe de la partie maritime. Donc, dès qu'on a les pieds dans l'eau, on est chez moi, entre guillemets, sous ma responsabilité. En fin de compte, je suis représentant pour le gouvernement de l'action régionale en Méditerranée, sur toutes les côtes méditerranéennes. On a pratiquement 2000 km de côtes en Méditerranée, que ce soit sur le continent ou en Corse. C'est partagé de part et d'autre. Moi, c'est à la fois ça, c'est aussi la sauvegarde des biens et des personnes, donc c'est le secours, à travers un centre régional pour les opérations. Donc là, on fait la sauvegarde des biens et des personnes. Et de temps en temps, il y a des navigateurs aussi qu'on va rechercher, parce qu'ils sont dématés. C'est aussi, par exemple, comme là en ce moment avec les Alpes-Maritimes, où il y a eu ce terrible événement climatique. Qui a eu un impact sur la mer. Qui a un impact immédiat sur la mer, parce que tous les troncs d'arbres, tous les débris
qui sont descendus avec la rivière sont maintenant en mer. Et hier, avec 2 remorqueurs, on a déjà repêché plus de 110 tonnes de bois, des troncs d'arbres qui sont arrivés en mer et qui sont un danger pour la navigation, soit de jour ou de nuit. C'est aussi un côté, c'est le rôle aussi d'être normatif, c'est-à-dire que c'est comment on va mettre des règlements pour aider à organiser la vie des usagers qui ont des intérêts contradictoires dans un espace unique. Voilà. Alors lorsqu'on parle l'état de la mer aujourd'hui, d'un terme réglementaire, 85% des eaux territoriales françaises sont des aires marines protégées. 85%. Alors c'est pas pour la toute Méditerranée. c'est la zone. C'est donc la limite des 12 nautiques, entre la côte et 12 nautiques, qui fait partie du territoire français. 85% en Méditerranée, et c'est exceptionnel, hein, c'est pas vrai sur les autres côtes, sont déjà des aires marines protégées, et donc qui sont plutôt gérées par Marc et d'autres associations, avec des statuts différents les uns des autres. Mais c'est aussi des accords qu'on passe avec d'autres pays riverains, l'Italie, l'Espagne, Monaco, la principauté de Monaco, pour mettre ensemble soit des normes, par exemple pour éviter du bruit, pour protéger les cétacés, c'est la zone Pélagos, c'est à Cobham, c'est pour le bruit. Et comment vous protégez concrètement? Parce que Pélagos, moi je connais Pélagos depuis des années, mais concrètement tous les jours. Concrètement, par exemple, sur nos passerelles de bateaux, on s'est mis d'accord, on a des logiciels, et lorsqu'on voit des cétacés, on prévient. Donc on sait qu'il y a des bancs de cétacés à tel ou tel endroit. Voilà, exactement. Donc c'est ce genre de choses. Et puis c'est aussi en cas de pollution, et on s'aide mutuellement, on met nos moyens à disposition les uns des autres pour être plus efficaces. Oui, j'ai eu l'occasion de visiter la base navale, effectivement, en cas de pollution, et notamment par les hydrocarbures. Est-ce que vous en constatez toujours? Parce que il me semble que vous avez plus de moyens, plus de pouvoir pour pouvoir arrêter les contrevenants, les bateaux qui dégazeraient. Est-ce qu'il y a encore des pollutions aux hydrocarbures? Vous voyez, lorsqu'on met une réglementation et qu'on l'applique, ce qui est le cas pour le dégazage, il y a des règles qui ont été faites, qui ont été établies. Aujourd'hui, le dégazage n'a quasiment plus au large de nos côtes. C'est un effet mineur. Mais j'ai des avions qui volent pratiquement tous les jours. Tout vole, parce qu'on surveille nos approches, hein, on défend notre territoire. Dès qu'on remarque quelque chose, il y a dans la foulée, il y a sanction. Donc il y a avertissement, il y a pénalité, etc. Et ça peut même aller jusqu'à la saisie du bateau. Donc, et aujourd'hui, ce n'est plus un problème à proximité de nos côtes. Mais tant qu'on continue à surveiller. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que dans votre rôle, il faut aussi arriver à organiser les activités. Il y a de plus en plus d'activités. Bon, l'aquaculture a toujours été présente, mais il y a du tourisme beaucoup plus fréquent et on va en reparler. Et puis émergent les énergies marines. Dans Méditerranée, c'est plutôt des énergies flottantes. Et puis d'autres activités, enfin la plaisance. Il y a ce qu'on appelle la planification. Comment l'État s'occupe de l'organisation? En fin de compte, on a une conférence avec un préfet de région pour la partie à terre, parce qu'il faut être en interaction avec les préfets de département aussi. Et ensemble, on a un comité qui se réunit 2 fois par an et qui a établi une stratégie de façade maritime, de façade, et qui définit c'est quoi nos grands objectifs, et après on le décline en action. Alors là, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui On parlait toujours de la mer, la terre, il faut protéger la mer, etc. vis-à-vis de la terre, mais la mer, elle protège aussi la terre. Alors, ça pas au titre de la défense que je vais m'exprimer là aujourd'hui, mais lorsqu'on organise le plan de mouillage pour protéger les herbiers de Posidonie, on protège aussi la terre, parce que les herbiers de Posidonie, c'est ce que vous avez dit, vous avez évoqué, madame, tout le problème du gaz, l'oxygène, la production d'oxygène, la faune, la flore, mais c'est aussi un amortisseur de houle. Donc vous évitez toute la dégradation de la côte et les effondrements de côte. Et nous, on le connaît bien ici, dans ces régions. Donc la mer, ça protège aussi la terre. Et nous, lorsqu'on s'est mis, et c'est notre mode, parce qu'on se rencontre régulièrement, tous les usagers de la mer, ensemble, on réfléchit comment, sur les zones de mouillage. Donc là, aujourd'hui, cette semaine et dans les semaines qui viennent, je vais signer un certain nombre d'arrêtés préfectoraux qui sont le fruit d'une négociation avec tous les usagers, que ce soit les pêcheurs, les plaisanciers, les marins, les élus locaux, les associations, etc., les responsables d'aires marines protégées, comme Marc. Et ensemble, on regarde où est-ce qu'il faut dessiner les autorisations de mouiller ou de pas de mouiller, justement pour respecter ces herbiers de Posidonie qui croissent à une vitesse de 1 cm par an, c'est ridicule. Donc, et ils ont été détruits sur 10 ans, sur pratiquement 10 à 30%. Donc c'est une action qui était importante. Et justement, tout le monde se sent responsable. Donc après, par un arrêté préfectoral, je viens formaliser un accord qui a été négocié de manière collaborative.
Marc Duncombe, donc directeur du parc national de Porquerolles, ces mouillages que vient d'évoquer l'amiral ont été mouillés. Alors je ne sais pas si c'est expérimental, mais il y a depuis l'été dernier, l'été dernier, des mouillages permanents qui ont été mouillés à Porquerolles. Le parc national de Porquerolles existe depuis 64, je crois que c'est 63. 63, c'est ça. Presque. Dans quel état est-il aujourd'hui et finalement, ces mouillages-là, si on les met, c'est que ça ne doit pas aller si bien que ça, non? Alors, je crois que c'est important de rappeler qu'effectivement, beaucoup de choses sont faites pour améliorer la situation sur la mer, et beaucoup de gens qui, je dirais, sont passés par le choc émotionnel ont envie de faire quelque chose pour la mer. Vous êtes tous ici dans la salle, je pense que votre présence ici témoigne aussi d'un intérêt certain par rapport à la mer, et on est tous à se demander chaque jour qu'est-ce qu'on peut faire de mieux finalement pour améliorer les choses. Il y a des choses qui s'améliorent, il faut les voir. Il y a des choses qui se détériorent simultanément. Il y a 20 ans, je me souviens, quand on parlait des dégazages de pétroliers en mer et qu'on cherchait des moyens pour pouvoir identifier les navires qui étaient à l'origine de ça. Aujourd'hui, on a trouvé des solutions pour ça et des solutions pour plein de soucis et de problèmes. Tout à l'heure, on parlait des plastiques. Aujourd'hui, on a un éclairage très important sur le problème des mers et des océans de plastique, hein, et ce problème des déversements massifs de milliards de tonnes de plastique dans le monde chaque année. Et il faut effectivement que tout le monde s'attache à trouver ces solutions. Ces solutions, c'est celles des industriels, c'est celles des États, c'est celles des acteurs ONG, mais c'est aussi, je dirais, l'engagement individuel de chacun dans la société qui peut conduire à terme à trouver des solutions et à améliorer les choses dans ces domaines-là. Malheureusement, quand on aura mieux résolu le problème des plastiques, on s'attaquera sans doute aux pesticides ou à des molécules d'hormones marines, et on est toujours quelque part dans une espèce de course effrénée pour chercher des solutions à des problèmes qui arrivent, qui sont nouveaux. Et la grande nouveauté, je dirais, à laquelle maintenant la communauté scientifique a réussi à s'accorder, c'est celle du changement climatique. On en voit déjà les effets chez nous. On en voit les effets parce qu'on a des nouvelles espèces animales ou végétales qui apparaissent, qu'on ne connaissait pas avant. C'est incroyable. On a des espèces qui étaient présentes depuis très longtemps en Méditerranée, qu'on suivait. C'est le cas de la gorgone blanche, par exemple, qui sont en train de disparaître, alors que le réchauffement... J'ai pas compris, quelle espèce? La gorgone blanche, qui est très sensible... qui est une espèce thermophobe et qui donc est très sensible au réchauffement climatique. Et ce sont des indicateurs pour nous, hein, de l'évolution des écosystèmes. Et on voit aujourd'hui, effectivement, déjà, on mesure par des réseaux de capteurs, par une connexion des capteurs entre eux dans les différentes aires marines protégées de la Méditerranée, on arrive à voir que le réchauffement, il se situe déjà d'une façon très claire entre 0,5 et 1 degré. Et que même avec un réchauffement de ce type-là, on a des changements des écosystèmes. Voilà, alors, ce qui me paraît, avant de venir au mouillage, ce qui me paraît essentiellement important de penser, c'est que la nature, la nature, l'océan, mais la nature au sens large, l'écosystème, il a une capacité d'adaptation, il a une capacité de résilience. Au cours de l'histoire géologique, on a vécu des épisodes avec des rehaussements de température importants, avec des abaissements de température importants, on le sait tous. La question qui nous préoccupe aujourd'hui essentiellement, c'est le problème de la rapidité du changement. C'est que ces changements initialement prenaient des centaines de milliers d'années, des dizaines de milliers d'années en ce qui concerne les glaciations plus récentes, voire des centaines de millions d'années, voire plus. On est confronté aujourd'hui à une telle brutalité de ces changements que la vraie interrogation, c'est de savoir quelle est la capacité d'adaptation des écosystèmes, quelle est la capacité d'adaptation de la nature à la brutalité de ces changements. Et là, on n'a pas encore les réponses qui s'apportent à ça, et je pense que le réseau des aires marines protégées joue son rôle pour essayer, à terme, avec la communauté scientifique, d'apporter un certain nombre de réponses. Est-ce qu'il y a un seuil critique, c'est-à-dire une rapidité au-delà de laquelle la nature perd sa capacité d'adaptation? Et là est la vraie question aujourd'hui, qui est une question qui nous engage, je dirais tous, et qui engage l'humanité dans sa
dans sa globalité, quel que soit le pays d'origine, quel que soit le peuple en question, quelle que soit sa culture et autres. Mais Marc, et je propose aussi, si Françoise, tu as des questions ou si tu veux rebondir, puisque tu vas être mon grand témoin de cette table ronde, une aire marine protégée, c'est bien pour protéger. Enfin, même si on continue à avoir des activités, puisqu'on a bien compris, dans les aires marines protégées, il y a des cœurs, il y a des zones totalement protégées, mais on continue de mener des activités. Oui. Ça veut dire que même dans une aire marine protégée, les impacts, on a du mal à lutter contre les impacts. C'est ce que tu es en train de nous dire. Alors, peut-être le premier constat, c'est de dire que c'est dommage qu'il y ait besoin des aires marines protégées. Je vais pas justifier ma présence et mon emploi, mais si on a des aires marines protégées, c'est bien parce qu'il y en a besoin. Et ce besoin, c'est effectivement, d'abord, je dirais, quand le parc national de Porquerolles s'est créé en 1963, ça a été la première aire marine protégée dans toute l'Europe. Aujourd'hui, Porquerolles continue à jouer un rôle de poisson pilote sur la Méditerranée, sur beaucoup d'aires marines protégées sur le littoral français, mais aussi dans le monde entier. Et on est effectivement dans cette réflexion aujourd'hui de dire la gestion d'une aire marine protégée n'est plus seulement un problème interne à cette aire marine protégée. C'est pas une position de repli sur soi qui va effectivement nous tirer d'affaire. Le problème. C'est quoi la solution ? Le problème de l'aire marine protégée aujourd'hui, c'est qu'elle est effectivement soumise à des pressions extérieures contre laquelle, sur un tout petit territoire mouchoir de poche, aussi riche soit-il, aussi beau soit-il que Porquerolles, l'incidence que vous pouvez avoir en termes directs, elle est epsilon, elle est négligeable à l'échelle mondiale. Mais elle doit servir effectivement d'exemple, de modèle, moi je dis toujours de poisson pilote, par rapport au fait que aujourd'hui, grâce à ces initiatives, le préfet maritime vient de le dire, on a 85% de la surface qui est couverte par des aires protégées. Voilà. Donc là, la recherche nous aide. Les observations qu'on peut faire, nous, et les suivis qu'on fait avec les chercheurs, permettent effectivement de regarder, de comprendre un certain nombre de mécanismes. Et c'est cette compréhension qui nous amène aussi à pouvoir trouver des solutions locales. Mais on a besoin de vous aussi pour les solutions globales, parce que à notre échelle, on n'a pas les solutions globales. Merci Marc. Il y a Françoise et l'amiral. Oui, je voulais rebondir sur la question des aires marines protégées. C'est un grand débat actuellement. On aurait dû en débattre à Marseille. Au Congrès mondial de la nature. Voilà, et en fait, ça sera l'année prochaine. Il y a un grand débat au niveau international entre, je dirais, la vision française, européenne et la vision anglo-saxonne américaine. Sur qu'est-ce que ça doit être une aire marine protégée. Ce qui se prépare pour l'UICN, c'est l'ensemble des grandes organisations internationales va proposer 30% d'aires marines protégées. Ça, c'est une première chose. Mais il y a aussi une deuxième chose qui est finalement la définition même de la protection. Il y a une étude qui vient de paraître de Joachim Claudet, là, sur la Méditerranée, et qui montre que, en fait, par rapport à ce qui est énoncé de surface protégée, si on regarde la fonctionnalité de la protection, eh bien, en fait, ça représente 0,1% de la Méditerranée. Donc, ça veut dire qu'on a un gap entre ce qu'on appelle protégé et ce qui est finalement, du point de vue écologique, réellement, fonctionnellement intéressant pour le vivant. Donc, je pense que ça, c'est un premier point. Amiral. Si vous permettez, mais on partage à peu près, à mon avis, la même perception de ce que c'est qu'une aire protégée. C'est pas une réserve qui est sous globe, qui vivrait à part. C'est pas Jurassic Park dans un coin et puis on viendra visiter lorsqu'on aura le temps. C'est comment on continue à avoir de l'activité tout en protégeant la nature et son patrimoine. Donc c'est le développement durable. Oui, c'est une aire qui est co-gérée. On a fait quand même un bon conceptuel qui est important. C'est-à-dire, c'est non pas de mettre sous globe, mais c'est comment on travaille ensemble, on profite de ce patrimoine ensemble avec des finalités différentes, qui n'est pas la même d'un navigateur, d'un pêcheur ou d'un plaisancier ou d'un plongeur, et comment ensemble on regarde comment on peut travailler en bonne intelligence en préservant ce patrimoine, voire en le développant. Oui, c'est un outil de gestion en fait, c'est un outil de gouvernance, on met tous les acteurs autour de la table. Il y a malgré tout dans le parc national de Porquerolles des zones qui sont totalement... On a besoin d'avoir un effet... Un effet réserve. Un effet réserve quand même. Alors on a quelques zones, elles représentent une surface faible finalement par rapport à l'origine, mais ce sont des zones par exemple de nurserie ou des zones dans lesquelles
on arrive à suivre et à observer l'intérêt de créer ces zones de réserve strictes, et on est en train de travailler à une échelle un peu plus large sur ce qu'on appelle nous l'aire maritime adjacente, hein, qui couvre le littoral depuis Saint-Tropez jusqu'à Toulon, de regarder effectivement quels autres types de zones ressources on peut faire. Et pourquoi on fait ces zones ressources? Parce qu'elles ont prouvé qu'elles fonctionnaient. Et là, c'est l'intérêt, je dirais, de la gestion de l'aire marine protégée qui montre les capacités de résilience qu'ont les milieux naturels. Comme le disait le préfet maritime, on travaille avec de multiples usagers, mais parmi les usagers économiques importants du territoire, on a les pêcheurs. Volontairement. Et les aquaculteurs. Non, il n'y a pas d'aquaculture. Oui, il n'y a pas d'aquaculture. Il y a très peu d'aquaculture dans le parc en lui-même. On y viendra pour la rade de Toulon tout à l'heure. Mais les pêcheurs, on a réussi effectivement à faire le pari que dans une aire marine protégée, une activité de pêche qu'on appelle la pêche au petit métier, c'est encore des pêcheurs traditionnels avec des pointus ou des bateaux qui font moins de 10 mètres, qui ont des techniques de pêche ancestrales. On arrive à travailler avec eux, à les suivre et à montrer que l'effet général de gestion qu'on pouvait avoir sur une aire marine protégée de ce type-là était profitable à la pêche. Et on a encore ces métiers de la pêche qui vivent de leur activité économique, qui vendent sur les restaurants, sur les marchés. Malheureusement, c'est compliqué de trouver du poisson local issu de la mer et sauvage parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur l'ensemble de la façade méditerranéenne. Mais à une échelle micro-locale comme un parc national comme celui de Port-Cros, on arrive à démontrer que c'est possible et qu'après c'est une question de volonté politique, de moyens affectés à la gestion, de mobilisation des chercheurs et de la population pour y arriver. Chaque pêcheur au petit métier sur le territoire du parc signe chaque année et négocie un engagement au travers des prud'hommies avec le parc national pour savoir quel poisson il va pêcher, à quel endroit, avec quelle maille de filet, avec quels horaires de calée. Tout ça est redéfini chaque année en fonction du suivi des captures de l'année précédente et de voir si les populations se portent bien ou si au contraire elles régressent ou si elles s'améliorent. Olivier Otto, donc vous êtes aquaculteur. Vous êtes plus d'aquaculteur que de pêcheur en ce moment oui. On va dire sur le Var aussi. Oui. Oui, je suis beaucoup plus aquaculteur que pêcheur. Non, pardon, mais vous êtes plus nombreux. Il y a plus d'aquaculteurs que de pêcheurs, ou il y a encore plus de pêcheurs que d'aquaculteurs sur la zone? Au niveau régional, notre préfet maritime connaît mieux les chiffres que moi, mais on est à peu près 1200 pêcheurs professionnels sur la région PACA. Et en aquaculteur, on doit être une trentaine, quarantaine, en comptant les salariés. D'accord, parce qu'au niveau mondial, l'aquaculture, le tonnage d'aquaculture est passé au-dessus du tonnage de poissons pêchés. Ouais, donc... C'est très vrai. Et d'ailleurs, c'est un des témoignages que je peux apporter, c'est que c'est très dommage pour notre pays et notre Méditerranée, alors qu'on a les meilleurs scientifiques, qu'on a un savoir-faire gigantesque dans le maritime, qu'on soit complètement passé à côté de ces cultures marines, puisque c'est quand même une voie d'avenir dont je peux témoigner. Pourquoi on est passé à côté? Parce que on peut peut-être passer aussi vos on n'a images. On n'a pas pu développer notre métier pour différentes raisons. Et il est toujours temps, hein, mais on pèse que 1% à 2% de la production européenne en poisson. Hein, il n'y a qu'en coquillage où on est assez fort. Et en Méditerranée, tout nos savoir-faire est parti au sud de la Méditerranée, en Grèce, en Turquie, avec notre Ifremer, etc. Donc c'est pas complètement perdu, mais c'est dommage qu'on ait pris quand même du retard. Donc moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier. Vous êtes où exactement? Alors, on est dans la baie de Tamaris. Alors, ce parc-là, il est à la sortie de la baie de Tamaris. Il est devant la grande passe de la rade de Toulon. C'est un site un peu exceptionnel, puisqu'on bénéficie à la fois de conditions de pleine mer et d'un abri naturel de toutes les tempêtes. Et c'est un peu aujourd'hui ça dont je suis devenu le promoteur, enfin celui qui veut défendre notre métier dans des sites abrités. Parce que... Pourtant, c'est pas pollué là, dans ce coin-là. Il y a la Marine nationale à côté, il y a quelques émissaires. Je répondrai après sur la pollution de la Marine nationale. Mais on va peut-être faire évacuer la salle avant. Il y a eu énormément d'efforts de fait depuis déjà plus de 20 ans. Hein. Et notamment, nous, dans la rade de Toulon, on a un immense bon dossier qui s'appelle le contrat de baie. Hein. On en est à la 3e édition, où tout le monde s'est engagé à prendre des mesures pour que tout se passe bien.
Donc nous, on est les premiers témoins, on est les premières sentinelles qui peuvent témoigner que ça se passe bien, puisque historiquement, depuis plus d'un siècle, dans notre site, c'est la moule, élevage de moules et affinage d'huîtres ou huîtres. Et donc ces animaux sont très très sensibles à la qualité d'eau. Pour vous donner une idée, je crois que c'est jusqu'à 10 litres à l'heure qu'une moule est capable, 1 kilo de moule est capable de filtrer. Donc au moindre pépin, c'est automatiquement identifié. Toutes les semaines, on a des prélèvements, c'est très contrôlé. Donc on a vraiment un outil de témoignage très, très puissant avec ça. Nous, avec le poisson, on est beaucoup moins, disons, sensible à la qualité du milieu. Mais avec la proximité de nos amis mytiliculteurs, on a une obligation de bien travailler. Parce que si on commence à mal travailler avec notre métier, tout de suite, on va retrouver dans les moules d'à côté les mauvaises pratiques de certains. Alors vous essayez de développer une économie circulaire entre pêcheurs, aquaculteurs et mytiliculteurs, c'est ça? Donc de tradition, dans les élevages et dans les activités artisanales, que ce soit la petite pêche ou les cultures marines, il y a la polyvalence. Polyvalence entre la petite pêche, le côté vivier, casier, des liens d'amitié qui existent entre les pêcheurs et les parkers. Nous, on appelle ça les parkers. Nous, on est arrivé qu'après, puisque nous, notre métier, il date que d'une trentaine d'années. Et on est en train de essayer de développer ce lien avec nos amis professionnels, mais aussi celui de la découverte avec la visite dégustation. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut bien parler de la mer et sensibiliser les gens, il faut les amener sur l'eau. Il faut leur montrer vraiment à quoi ça ressemble en vrai. Parce que moi, je considère que l'océan, c'est aussi un des espaces, un des rares espaces qui nous restent, où c'est la vraie vie. Là, la vraie vie. Ça triche pas. Moi, je suis un peu d'accord, mais expliquez peut-être. La vraie vie. La vraie vie, c'est que... on peut remettre la photo avec vos... Quand vous avez un métier en mer, quand vous êtes marin ou quand vous avez un métier en mer, vous subissez tous les extrêmes. Vous subissez les fortes chaleurs l'été, les tempêtes qui peuvent être très violentes. On a eu des bateaux, des joyaux de la Marine nationale qui ont cassé toutes leurs amarres et qui sont partis à la dérive. C'est hallucinant, mais c'est arrivé, pour vous dire que ça rigole pas. Et donc on est obligé de faire face et de vivre tous les extrêmes. En plus, le climat, aujourd'hui, moi je mesure plus les extrêmes dans le climat que le réchauffement de l'eau, par exemple, en vivant dessus. Et donc vous voulez créer un village de pêcheurs, c'est ça, un village de professionnels de la mer. Comment vous l'avez baptisé, votre village? On a deux grands projets dans la baie de Tamaris. C'est celui de développer un village de pêcheurs, donc où on va pouvoir accueillir, faire la visite de nos installations et la vente directe, la dégustation dans un cadre convivial. Donc ça, c'est un beau projet qu'avec notre mairie, on va essayer de faire avancer. Et puis après, il y a un autre volet qui serait en mer, pour faire découvrir à des petits groupes qu'est-ce que c'est qu'une ferme aquacole, qu'est-ce que c'est que cultiver la mer, comment ça se passe, etc. D'accord, et vous en êtes où de ce projet? Parce que ça, c'est le début du projet, ça, c'est un prototype parce que, en vérité, ici, on a un site de production avec une petite cabane qui a été mise pour des pêcheurs à la ligne passionnés. Donc ça s'est passé comme ça au départ. Un petit abri, très sommaire. Avec, après, on a rajouté quelques panneaux solaires pour avoir un peu d'éclairage. On a rajouté l'éolienne pour charger les batteries. Et puis, dans les années qui ont suivi, on en a fait un lieu occasionnel de dégustation où régulièrement on invite des personnalités comme le préfet maritime pour lui attirer son attention, parce que c'est vrai que nous, vu de loin, on paraît vraiment tout petit. Vous le soudoyez, quoi, enfin, c'est un peu ça. Presque. Pardon. Oui, vous aurez un droit de réponse. On lui fait la dorade grillée, et donc on a l'outil principal de la ferme aujourd'hui, c'est la plancha, où on met en valeur nos produits, on fait déguster, etc. Alors vous avez deux droits de réponse. Un sur la qualité des eaux dans la rade de Toulon, avec la proximité de la Marine nationale, et puis des autres usagers, parce que je pense que la pollution, elle vient aussi des eaux usées, etc. Alors moi, je recommande déjà l'adresse. D'accord. Donc, premier point important. Et puis, secondo, vous avez parlé de la pollution de la Marine nationale. Alors là, je suis assez abasourdi, parce que nous,
nos bâtiments, lorsqu'ils sont hackés, nos quais sont électrifiés, donc ça fait quand même bien longtemps qu'on ne pollue pas lorsqu'on est hacké. On ne rejette pas nos déchets. Nos carburants, ils sont plus que ce que la norme normale l'exige en Méditerranée. Et en plus, c'est nous qui protégeons et qui surveillons les zones protégées. Donc je trouve quand même là... Non, bah, je pense que c'était une plaisanterie, mais un trait d'humour. On va le prendre comme ça. Et puis, non, je crois que sur l'air, sur la petite rade, ce qu'on appelle la petite rade à Toulon, cette aire protégée, effectivement, ça ne dépend pas de moi, cette partie-là. Entre guillemets, on a un label bleu à Toulon, on y veille, et effectivement, la culture de la moule, c'est un très bon avertisseur. Dès qu'on sait qu'il se passe quelque chose, on peut savoir qu'il y a une fuite quelque part. Donc ça permet de réagir très vite. Voilà. Et donc je pense qu'on a actuellement une rade qui est particulièrement bien entretenue. Voilà. Oui, je vais vous avouer, amiral, je suis membre de la réserve citoyenne de la marine et j'ai piloté un travail sur marine nationale et développement durable. Et je dois vous dire que je suis assez bluffée parce que de tous les marins que je fréquente, je pense que les marins de la Royale, comme on dit, sont parmi les plus respectueux. Enfin, il y a vraiment une démarche qui est faite, notamment sur la base de Toulon, donc je peux en témoigner. Mais bon, j'avais envie de vous chahuter un petit peu quand même, amicalement. Il y a un autre sujet qui concerne beaucoup les îles, c'est la pression du tourisme. La moitié du... Alors c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que la moitié de l'économie liée à la mer, si je ne me trompe pas, sur le littoral, vient du tourisme. Donc on a besoin d'une eau de qualité, de réduire les pollutions pour la pratique, pour les métiers de la pêche et de l'ostréiculture et de l'aquaculture, etc. Mais on a aussi besoin d'avoir plutôt des eaux de qualité pour le tourisme. Mais aussi on a besoin de pouvoir accueillir les touristes et en préservant, enfin je veux dire, les îles sont la bonne santé et des écosystèmes marins et côtiers, c'est aussi la bonne santé de l'économie touristique, on va dire ça comme ça. Ça m'amènera, ça me conduira à répondre à la question sur les mouillages, à laquelle je n'ai pas pu répondre tout à l'heure. Et je voudrais qu'on parle de la pression touristique et de la problématique que ça pose aujourd'hui. Alors effectivement, le tourisme est une chance pour la région. À la base, il faut quand même le rappeler. Le tourisme a été une chance aussi pour nos îles. La difficulté vient qu'on est sur un secteur en croissance perpétuelle. Cette année est très particulière. On a moins de tourisme international, mais on a eu beaucoup plus de tourisme national. Et finalement, on n'a pas du tout observé de baisse de l'activité touristique globale, à part les 2 mois de confinement, bien sûr. Mais au contraire, plutôt des pics de surfréquentation à nouveau renforcés. Ça concerne à la fois la terre et à la fois la mer. Et les réponses qu'on peut apporter à terre ou en mer sont assez différentes. Vous savez, en France, la gestion intégrée des zones côtières, on en parle, on a les contrats de baie, on a des choses intéressantes, mais on reste quand même sur un partage très important de la façon de travailler sur le milieu marin et sur le milieu terrestre. Sur la mer, effectivement, on observe, alors je vais parler de la navigation de plaisance, mais ce n'est pas les seules problématiques que nous avons à traiter. La navigation de plaisance, et ça se comprend, je dirais, est en croissance aussi perpétuelle autour des îles. Recherche donc d'une journée en mer, d'un émerveillement, activité de location de bateaux qui est parfaitement légitime, découvertes sont des milliers de personnes qui peuvent effectivement, enfin même des centaines de milliers de personnes chaque année qui ont la chance de pouvoir profiter effectivement de la mer. Il y a un moment où la densification des usages, et parlons des ancrages, les ancrages sur l'herbier deviennent tellement réguliers et tellement répétitifs qu'on a un impact sur cet herbier et une diminution de la surface de l'herbier. D'abord un état de mauvaise santé, parce que les bateaux ne sont pas tous vertueux malheureusement, mais aussi une diminution de la surface de l'herbier. Donc on a réfléchi effectivement à quelles mesures de régulation. On n'est pas dans l'interdiction, mais on est allé travailler là avec les professionnels de la plaisance, avec les associations de plaisanciers, avec les différents types d'usagers. Comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de décision autoritaire en amont qui est prise, mais tout est concerté à la base. Et on a à Port-Cros, dans la zone
Bagot, pour ceux qui connaissent, donc entre le village de Porquerolles et l'îlot de Bagot, interdit cette année l'ancrage sur ancre, donc sur ancrage spontané des bateaux sur 180 hectares, parce qu'on avait jusqu'à 200 bateaux par jour qui venaient, multiplié par le nombre de jours de saison. Vous imaginez, en fin de saison, pour ceux qui font le calcul et qui sont forts en maths, le nombre d'encres qui sont remontées avec leur bouquet d'herbiers de Posidonie. Donc après ces concertations, on a établi effectivement un mode opératoire pour l'insertion paysagère, pour le type d'ancrage à créer, de façon à avoir des ancrages maintenant à vis hélicoïdale qu'on maîtrise bien dans les herbiers et qui n'impactent pas l'herbier. Qui sont là juste pour la saison ou qui sont là pendant toute l'année? Alors ils vont fonctionner du 15 avril au 15 octobre chaque année, en hiver être totalement démontés. Mais ça nous permet effectivement d'avoir une régulation, c'est-à-dire qu'on assure la sécurité des bateaux au mouillage quand ils sont effectivement sur leur bouée, ce qui leur permet de rester d'ailleurs dans des conditions météo un peu plus tendues. Souvent à partir de Fort 3-4, tous les bateaux rentrent dans les ports sur le littoral et on n'a plus personne. Là, par Force 3-4, on a des bateaux qui peuvent rester au mouillage parce qu'ils ont une garantie effectivement d'avoir quelque chose qui les tient en sécurité. Et vous envisagez de faire la même chose sur les plages, enfin les mouillages de Porquerolles? Exactement, ça a permis d'écréter cette pique de fréquentation, d'étaler un peu mieux et de réguler donc cette fréquentation. Et puis on a un système qui est très nouveau aussi et qui à mon avis est important pour les zones de mouillage temporaires comme ça, mais c'est des tarifs de séjour à la nuit qui croissent de façon exponentielle. C'est-à-dire que la volonté n'est pas de garder les bateaux le plus longtemps possible en faisant des tarifs régressifs, mais de dire, offrons à quelques plaisanciers sur les 68 bouées la possibilité de venir découvrir ce parc national et de s'émerveiller de ces paysages sans être envahi par des murs de bateaux tout autour. Et le tarif double toutes les nuits jusqu'à un maximum de 5 nuits. Donc la première nuit, vous y êtes, ça vous coûte un prix classique, je dirais, d'un mouillage n'importe où, c'est pas très cher. Mais quand vous restez 5 nuits, faites le calcul, c'est multiplié par 8. Et c'est assez dissuasif. Donc ça veut dire qu'on écarte par là les bateaux ventouses, on écarte un certain nombre de problèmes induits pour les déchets, pour la gestion des déchets, pour la gestion des cuves à eau noire, etc. Et donc on a cette logique. Cette logique, on l'a expérimentée à Porquerolles cette année. C'est très long de faire une semelle, hein. Ça prend 2 ans de procédure d'instruction, le temps de faire les travaux, etc. Là, ça a pris 3 ans. Mais on a la fierté de l'avoir faite, alors que ça faisait 30 ans dont on parlait de ce projet-là. Alors à Porquerolles, il va falloir étendre. Cet été à Porquerolles, on a une fréquentation explosive du nombre de plaisanciers. De bateaux aussi que les années. Ah mais ça a été terrible. Moi j'ai compté moi-même des bateaux au mouillage de nuit. J'ai compté plus de 500 bateaux au nord de Porquerolles. Je ne compte pas le port bien entendu. Ça veut dire que vous avez 500 ancres de nuit qui sont pratiquement à 90% dans l'herbier de Posidonie, parce que les zones de sable, bien heureusement, ne sont pas encore suffisamment étendues. Mais n'attendons pas que le sable s'étende pour admettre encore plus de bateaux, quoi. Et vous avez observé ces dernières années que la Posidonie régressait ou alors Oui. Alors on a des transects, donc des lignes qu'on suit très régulièrement tous les ans pour voir effectivement l'étendue de l'herbier. Sur les cœurs du parc de Porquerolles au sens large, donc à Porquerolles et à Porquerolles, on a une décroissance qui est modérée, de l'ordre de 1% à 2%. C'est pas significatif, mais on se dit qu'il faut tout mettre comme effort pour sauvegarder cet herbier, parce que l'herbier est à la base de tout le reste. C'est la base de la chaîne trophique, c'est la base des zones d'alvinage, c'est la base des zones de reproduction, c'est la protection du littoral contre les houles, etc. quoi. Marc, je pose peut-être aussi la question à Françoise. La colère-passe taxifolia, on n'en entend plus parler, parce qu'à une époque, on disait que les ancres avaient contribué, les mouillages avaient contribué à la dissémination. Sujet très, très intéressant, puisque là, on voit aussi qu'avec les efforts qui ont été déployés, alors c'est l'Université de Nice qui nous a énormément accompagnés dans ces opérations. Quasiment tous les clubs de plongée de la région se sont mis en partenariat avec le parc pour aller conduire des opérations d'éradication. L'éradication a marché à Porquerolles, c'est-à-dire que dans les eaux du cœur de parc, on a maintenant... Grâce aux plongeurs. Oui, grâce à une mobilisation participative très élargie. Et à Porquerolles, on fait des suivis maintenant réguliers tous les 2 ans pour voir s'il n'y a pas un retour avec des poches de collerbe qui s'installent.
il y a encore un travail énorme à faire à Porquerolles et il y a encore aussi à faire partout ailleurs sur le littoral. Mais on a pu prouver qu'effectivement, et moi-même je pouvais être sceptique au début quand j'ai vu ça il y a 10 ans, qu'on allait effectivement brin par brin sous la mer arracher la colherpe, on ne peut être que sceptique. Et là on se rend compte que effectivement ça a marché. Et les universitaires avec le parc ont même créé un aspirateur à colherpe. Ah bon? C'est voilà, avec une bouteille de plongée qui fait des bulles, on arrive à aspirer, ce qui évite quand on faisait l'arrachage mécanique initialement, on risquait de casser des petits brins de colherbe qui, on le sait tous, vont bouturer ailleurs. Et si vous avez une colherbe que vous envoyez qui diffuse 4 brins, vous avez 4 colherbes l'année suivante qui se sont installées. Donc là, on a un aspirateur, maintenant, on l'a créé pour effectivement aspirer la colherbe au fur et à mesure qu'on l'arrache. Alors, je voudrais qu'on passe au sujet de la pression, toujours dans la pression touristique. Hein. Je crois que je vais vous autoriser à retirer votre masque. David Morlet, vous êtes responsable de la RSE, la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise, de TLV, donc TLV qui est l'une des 12 compagnies qui opèrent entre le continent et les îles. Hein, c'est bien ça. Absolument. Déjà, je suis très heureuse de savoir qu'il y a un responsable RSE à la TLV. Moi aussi, Ah oui? effectivement. Depuis combien d'années? Alors en fait, ça a été un choix stratégique de la direction en 2008, quand on a vu arriver le renouvellement de la délégation de service public, puisqu'en fait, nous, on a une spécificité, c'est que sur les 12 compagnies légales autorisées, je parlerai éventuellement d'autres compagnies, il y en a une qui a une mission de service public, c'est-à-dire que va permettre d'assurer la continuité territoriale. C'est vous. En fait, c'est la TLV. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la TLV, on retrouve sa création en 1972, puisque justement, à l'époque, c'était sous responsabilité du maire de Hyères. Donc, il y a l'ancien propriétaire de la TLV qui a fait le choix de créer cette société et de passer une convention avec la mairie de Hyères pour essayer d'organiser le transport toute l'année. La continuité territoriale, ça veut dire que c'est ça. On peut habiter sur l'île et on n'a jamais de problème pour rentrer à la maison. Alors, quand on a va peut-être des problèmes si on loupe le bateau, mais en tout cas, il faut être très régulier, notamment pour les habitants. En fait, l'idée, c'est d'assurer l'égalité des chances sur le territoire et de faire en sorte qu'on puisse habiter un peu n'importe où sur le territoire et que ça n'a pas un surcoût trop important si vous habitez en montagne et vous paierez votre électricité le même prix que le prix de l'électricité si vous habitez à côté d'une centrale nucléaire. L'idée du transport maritime dans les îles, c'est de la responsabilité. Alors à l'époque du maire, maintenant la responsabilité est montée vers la métropole, mais c'est clairement une mission de service public avec un cahier des charges qui est extrêmement précis et qui donc est contractuel et qui nous oblige à assurer des rotations toute l'année. Pour faire court, on assure contractuellement 6 rotations minimum par jour, alors je parle de Porquerolles, par jour en plein hiver, et on va monter jusqu'à 19 horaires qui sont indiqués. Et effectivement, vu cette augmentation de la fréquentation touristique, on avait mis en place, pour accompagner le développement des îles, la possibilité d'augmenter le nombre de bateaux, et c'est effectivement aujourd'hui le sujet. Autre point intéressant sur une île, juste par rapport à cette continuité, c'est aussi grâce à un transport organisé, structuré, qu'on permet par exemple à des habitants. Alors Porquerolles, c'est 350 habitants. C'est une douzaine de gamins qui, à partir de la 6e, vont à l'école sur le continent. Et par exemple, dans notre cahier des charges, on a une obligation d'un départ à 7 h du matin pour que les enfants, à partir de 12 ans et jusqu'à l'université, puissent prendre le bateau et ensuite sont pris en charge par le service de transport urbain, toujours sous la responsabilité de la même autorité organisatrice. Et c'est ça la continuité, c'est-à-dire qu'on assure que le gamin il va bien aller à l'école et que le soir on va bien le ramener.
Alors, ce faisant, OK, pour les habitants des îles, on comprend bien, mais du coup, c'est la porte ouverte à 4900 rotations annuelles, c'est ça? Oui, Parce ouais. qu'il n'y a pas forcément besoin de continuité écologique, pardon, de continuité, c'est une déformation. Continuité territoriale pour les touristes, finalement. On pourrait, ce faisant, pour assurer un service pour les habitants, finalement, on laisse ouvert pour une pression touristique qui est colossale. C'est combien de milliers millions qui débarquent à Porquerolles, juste Porquerolles? Porquerolles, on compte souvent, je dirais, à peu près 1 million de visiteurs annuels débarqués par l'ensemble des compagnies maritimes et par les plaisanciers. Il y en a 12. Voilà, donc la TLV là-dessus représente, bon an mal an, à peu près 60% du trafic. Une petite moitié. En fait, effectivement, la question du million, alors c'est compliqué d'avoir une comptabilisation exacte parce qu'un plaisancier, par exemple, on n'a pas forcément des indicateurs. Mais c'est important d'avoir cette information. En fait, le diagnostic, l'état des lieux, notamment le comptage, c'est quelque chose qui est fondamental. Et c'est assez récent, finalement, où l'ensemble des compagnies maritimes commencent à jouer le jeu, de donner leurs chiffres. Alors, comme nous, on est soumis à des contrôles de l'autorité organisatrice, en fait, on joue une vraie transparence, mais on est obligé. Alors, effectivement, en tant que responsable RSE, j'ai toujours poussé pour qu'on soit les plus transparents possible et considérer que ça ne servait à rien de cacher les choses et qu'il valait mieux rentrer en dialogue et essayer de travailler avec les parties prenantes autour de nous pour essayer de trouver des solutions. Et dans cette logique de dialogue, on arrive à comprendre les enjeux et les contraintes de chacun. Et une entreprise privée, puisque c'est une autre spécificité, en fait, cette continuité territoriale, et donc tout le service qui va avec et qui permet aussi de transporter des touristes, il a aussi un intérêt éventuel, c'est qu'il permet à 350 habitants de vivre à l'année, il permet à des commerçants, donc il permet aussi une activité économique. Alors vous êtes donc responsable sociétal de l'entreprise et vous avez bien évidemment conscience des enjeux de pression que le débarquement, on les connaît tous, ces débarquements, et moi j'en ai régulièrement discuté avec même les professionnels sur l'île. Ils disent que c'est trop, quoi. Voilà, il y a une pression sur les écosystèmes. Il ne semble pas y avoir ce qu'on appelle une approche écosystémique, c'est-à-dire la capacité du lieu à accueillir autant de monde. Qu'est-ce que le responsable RSE essaie de mettre en place? Parce que au moins chez la TLV, parce que vous êtes 12 aujourd'hui. Alors, en fait, moi je suis arrivé il y a à peu près 12 ans. Rien que ces questions et de faire comprendre, faire appréhender cette question à une direction, une entreprise familiale qui avait participé en fait depuis 1999 parce que les propriétaires actuels ont racheté en fait 2 entreprises, TLV et TVM, et ont développé en fait l'entreprise pour améliorer la qualité de service. On a vu progresser, surtout ces 5 dernières années, où là, effectivement, on se rend bien compte qu'on a un vrai problème. Et le problème, c'est juillet-août, où, notamment au mois d'août, depuis 5 ans, nous transportons plus de 100 000 passagers. Donc là, on atteint... 100 000 pour le mois d'août. 100 000, ouais, un peu plus de 100 000 pour le mois d'août, rien que jour. Nous. Donc là, on se rend bien compte que ça commence à poser un vrai problème. Et quand je suis arrivé, en fait, l'idée, c'était d'essayer de faire prendre conscience que les océans, que les îles, ça rend un service écosystémique. Donc on est impliqué. Donc si le service écosystémique se détériore, obligatoirement, ça va à un moment donné nous impacter. Et puis également de rappeler que le chiffre d'affaires de demain, entre guillemets, il est aussi directement lié à la capacité que l'on a à ne pas casser notre jouet. Si on pouvait considérer que les îles, la beauté, cet océan, en fait, nous permet d'avoir une activité et d'avoir une activité agréable. Ça veut dire qu'il faudrait mettre des quotas alors? Donc la conscience, bien évidemment qu'à un moment donné, et c'est tout le travail qu'on a entrepris ces dernières années avec la capacité de charge, parce qu'il y a eu une énorme mobilisation, ça a duré 3-4 ans. Nous faisons partie du Conseil économique, social et culturel, qui est un outil supplémentaire qui a été créé
c'était 63 membres permanents. Et on a eu 3 ans de travail avec des acteurs qui sont impliqués. C'est-à-dire qu'on sent bien, on se rend bien compte qu'on est impacté par les changements. Nos marins, nos capitaines nous remontent les impacts que ça peut générer. On parlait tout à l'heure de la situation catastrophique qui s'est passée avec la tempête Alex. Nos marins, ils sont directement impactés. S'il y a un bout de bois qui se balade dans l'eau et qu'ils ne le voient pas, ça peut avoir des situations absolument dramatiques. Ils sont aussi fatigués l'été parce que gérer 100 000 passagers, c'est épuisant. Donc la chaleur vient, donc il y a toute une série d'indicateurs. Oui. Et pardonnez-moi, quelles sont les solutions? Parce que je pense qu'il faut... Puis j'aimerais bien qu'on garde du temps pour les questions aussi de la salle. Les solutions, je crois qu'il y a une loi qui est passée au Sénat qui donne déjà... c'est ça, il y a un cadre juridique qu'il faut installer. On ne peut pas dire... Monsieur le préfet maritime ou monsieur le préfet terrestre ne peuvent pas dire du jour au lendemain, ou la ministre de la mer ou de l'écologie ne peuvent pas dire au lendemain on met des quotas, c'est pas possible. C'est... Comme ça me permet... En fait, ça me permet de continuer sur la capacité, sur la charte, où on s'est bien rendu compte, en se mettant tous autour de la table, qu'il y avait des points de faiblesse, des points de fragilité, si on voulait pouvoir tous préserver, protéger. Et une entreprise privée, en tout cas, moi, c'est ce que je défends, et c'est la position de la direction, c'est qu'en fait, nous, on veut aussi préserver notre chiffre d'affaires à venir. Donc, il est important aujourd'hui qu'on soit conscient, ça prend un certain temps, soit conscient de dire, on va se mettre autour de la table, on va regarder les impacts court terme. Notre job, c'est de s'adapter à des impacts court terme et pour préparer les impacts long terme. Si on ne le fait pas, de toute façon, il va y avoir des régulations et les régulations vont être violentes. C'est vrai que l'atelier capacité de charge que le parc a conduit avec les habitants, les associations, les compagnies maritimes, David a participé à tous les ateliers qu'on a pu organiser avec le Conseil économique, social et culturel du parc, etc., ont permis de dégager des valeurs partagées, des valeurs communes entre les habitants, les associations, les élus des collectivités, les agents du parc, tous ceux qui de près ou de loin, les commerçants surtout de l'île aussi, tous ceux qui de près ou de loin sont confrontés à ces préoccupations de surtourisme. Et le surtourisme, il a un fonctionnement en pic. Donc la question là aussi est d'arriver à écrêter les pics et à mieux répartir l'économie sur différents jours de la semaine. Ça paraît paradoxal, mais les pics, c'est toujours le mercredi et le jeudi. Ça correspond en été, ça correspond au calendrier de location et les gens font l'excursion de la semaine, plutôt en milieu de semaine, vont voir les îles, ce qui se comprend et qui est parfaitement légitime. On est loin d'un tourisme durable quand même. Alors le tourisme durable, c'est à la fois, comme tout ce qui est durable en développement durable, c'est à la fois de l'environnemental, donc il n'y a pas besoin là de faire un dessin sur tous les impacts que ça peut avoir. C'est de l'économique, c'est donc voir si on régule, quels vont être les impacts sur les activités commerciales ou les activités économiques. On l'a étudié, et c'est du sociétal, et on a fait là des enquêtes de satisfaction qui nous permettent d'appréhender à peu près le seuil au-delà duquel on a une bascule. C'est-à-dire un taux d'insatisfaction qui devient majoritaire, premièrement. Deuxièmement, un visiteur qui n'apporte plus rien à l'économie locale et qui au contraire contribue à faire ce que je dis souvent, c'est-à-dire à tuer la poule aux œufs d'or. Si on est dans un système d'économie libérale, et c'est souvent les réponses qu'on a eues, un système d'économie libérale, quand les gens en auront marre d'y aller parce que c'est pas bien, ils iront plus. Le parc national ne peut pas accepter ça. On est sur un site qui est un site merveilleux, qui est un endroit, un monument de nature d'intérêt national. On n'a pas le droit de laisser pourrir la situation en disant c'est ça qui va faire que les gens vont plus y aller. Donc on a pris le taureau par les cornes et on a fait un certain nombre d'analyses avec des scientifiques d'abord, des sociologues, mais des économistes, des environnementalistes bien entendu, etc. pour qualifier un peu ces phénomènes. On a fait les ateliers participatifs dont je parlais et on a fait aussi un travail juridique qui a d'abord été fait en interne par le Conseil scientifique du parc, puis qui a été relayé par une étude de la Société française du droit de l'environnement. Donc là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais l'étape suivante, puisque maintenant il y a... L'étape suivante, elle est... Quand est-ce qu'on va
Elle est multiple. La population régulée sur les... Un renforcement de l'information, bien entendu, à faire. Il y a des mesures incitatives à mettre en place avec les compagnies maritimes. Par exemple, une modulation des tarifs en fonction des jours de la semaine, c'est des idées qui peuvent être là. Mettre en place un système de réservation, c'est prévu. Mais il faut faire partir les bateaux à heure fixe. C'est des choses proposées dans la presse pour ceux qui l'ont consulté ces derniers jours. Mais la question, c'est qu'on a 12 compagnies maritimes qui desservent Porquerolles. Et on ne peut pas, avec la compagnie qui a travaillé avec nous justement sur ces perspectives de tourisme durable, n'appliquer ça qu'à cette compagnie-là. Donc il nous faut effectivement un ordre de niveau supérieur. Hein, c'est l'État ou c'est la commune alors ? Ça va être, alors d'abord c'est la loi. La loi aujourd'hui en droit français ne permet pas de le faire. C'est ce que dit le préfet maritime. Et le préfet du Var a répondu, quand on l'a interrogé, exactement la même chose. La loi ne permet pas de le faire aujourd'hui. Donc la loi d'un ordre supérieur, quand elle sera adoptée, elle a déjà été adoptée par le Sénat, elle doit repasser maintenant à l'Assemblée nationale. Quand elle sera adoptée, elle permettra à l'échelle locale, mais pas seulement à Porquerolles, ce sera le cas à Groix, à Bréa, oui, parce que ce que vous décrivez dans tous les espaces naturels de France où on a ce problème. À Porquerolles, ça existe, c'est vraiment partout une caricature, mais c'est aujourd'hui très fréquent. Françoise, tu veux intervenir là-dessus ? Oui, il y a des oppositions à ce type de loi ou pas ? Pardon ? Est-ce qu'il y a des oppositions potentielles ? Non, au Sénat, elle a été menée par Jérôme Bignon, je crois, au Sénat. Elle a été adoptée à l'unanimité des groupes politiques au Sénat. Elle était très consensuelle. Elle tient en 3 ou 4 mots. Je veux dire, elle est vraiment très simple. Mais elle donne à des autorités de niveau local un pouvoir qu'ils n'avaient pas auparavant de réguler pour des motifs environnementaux, c'est-à-dire pour prévenir des atteintes à la faune, à la flore, au caractère d'un site, à ce qui fait que on a la promesse d'une île. Quand vous allez sur une île, vous payez vos droits de passage, vous payez les services que vous avez, et forcément, quelque chose vous attendez en retour de ce paiement de service, que ça réponde à une promesse que vous aviez d'aller sur une île. Une île, c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose, un joyau à préserver. Ah oui, amiral, voilà. Vous voulez rajouter ? Ça existe déjà en Asie. Hein. En Asie, il y a des rades qui sont protégées où c'est limité le nombre de gens qui peuvent venir mouiller, justement parce qu'ils s'étaient rendu compte qu'ils tuaient la poule aux œufs d'or et que ça avait des conséquences qui étaient terribles. Mais je pense qu'il y a cette notion de réguler l'activité humaine et puis aussi couper net les mauvaises idées, les mauvaises pratiques. C'était l'exemple des gens, des sociétés qui allaient à la rencontre des cétacés au large de nos côtes pour nager à côté des cétacés. Voilà. Bon, bah là, on a régulé ça, il y a une loi qui est sortie, on n'a plus le droit de plonger à proximité, de nager à proximité des cétacés à moins de 100 mètres. Voilà. Et dès qu'on voit des mauvaises idées, c'est tout de suite, comme ça va très vite, comme ça a été évoqué tout à l'heure, c'est tout de suite, dès qu'on voit une mauvaise pratique, la réguler, soit pour bien l'orienter, soit pour la faire disparaître. C'est les îles artificielles, pour qu'ils ont globalement une piscine qu'on installe au large des côtes. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément une très bonne idée. La boîte de nuit, juste à 200 mètres des côtes, c'est pas forcément une bonne idée. Voilà. C'est réguler et puis mettre des bonnes pratiques et des labels, hein, parce que pour le whale watching, il y a un label whale watching qui s'est développé. Je vais passer aux questions de la salle. Est-ce qu'il y a des questions et est-ce qu'il y a quelqu'un ? Oui, monsieur. Mais alors, il y a quelqu'un pour faire circuler un micro éventuellement ? Ah, génial. Oui, j'ai lu dans quelques documents assez bien faits d'ailleurs, que la pratique de l'aquaculture entraînait un autre déséquilibre qui était dû à l'alimentation de l'aquaculture. Et notamment, je ne pourrais pas vous donner les chiffres que je n'ai pas retenus, que pour un kilo de poisson noble produit, on détruisait, lorsqu'on alimente ces poissons en alimentation animale, et de poissons précisément, que l'on contribuait à désorganiser tout l'ensemble de l'écosystème. Voilà. Alors je ne sais pas ce qu'il y a de vrai, je ne pourrais pas vous donner les chiffres, mais c'était suffisamment inquiétant, et comme c'était bien documenté, j'aimerais savoir ce qu'il en est. Très bonne question. Alors, c'est super là, que vous posiez cette question, parce que depuis presque 20 ans, toute une partie de mon activité, elle s'est orientée pour répondre à ce genre de questions qui sont, comment dirais-je, liées aux excès de mon métier dans ses débuts, et puis qui sont liées aux excès des pratiques
de certains industriels peu soucieux du respect de l'océan et des bonnes règles. Mais vous retrouvez ça aussi dans toutes les activités terrestres, hein, et dans les élevages terrestres, dans les restaurants même, dans ce que vous mangez. Hein. Donc ce n'est pas un problème spécifique à l'aquaculture. Pour mon métier, dont je peux vous parler, on a eu des évolutions fantastiques. Donc les dernières en date, d'ailleurs je fais les expérimentations sur ma ferme avec la dégustation, puisque c'est en lien direct. Donc j'ai un passionné du CNRS qui vient, qui s'appelle Philippe Stefanini. Je vous invite à regarder son profil, qui est un spécialiste en nutrition, qui est un docteur en je ne sais pas quelle spécialité. Et là, on fait des essais avec la farine d'insecte. Et la farine d'insecte est une protéine, une matière première extraordinaire qui réussit très très bien à nos poissons. Et donc les tests de dégustation qu'on a fait l'ont démontré. Après, vous avez une autre voie qui est plus, comment dirais-je, qui me plaît plus. C'est les Norvégiens qui ont une très grosse industrie avec leur saumon, hein, dans ce domaine, mais gigantesque. Ils ont mis au point des farines de microalgues. Et donc les microalgues semblent merveilleuses pour les poissons parce qu'elles contiennent donc des protéines, elles contiennent les oméga 3, elles contiennent toutes les matières nobles qu'on a besoin pour alimenter nos poissons. Donc au départ, pour vous résumer, au départ les farines de poissons, des poissons au fourrage qui étaient pêchés très au large et qui ne pouvaient pas être consommés, étaient destinées à l'alimentation des chats et des chiens, hein, ou du poulet. Vous aviez le poulet qui avait le goût du poisson. Donc après, l'aquaculture est arrivée, elle s'est développée tellement vite et tellement fort à l'échelle mondiale, hein, pas chez nous, hein, chez nous on est des clowns, hein, que on a une pénurie de farine de poisson. Et donc vous aviez ce scénario avec il fallait 5 kilos de poissons sauvages pêchés dans des zones éloignées pour faire 1 kilo de farine. Cette farine mélangée avec des céréales, avec de l'huile de poisson, etc., nous donnait un aliment très, très correct. Et puis après, vous avez eu donc, les évolutions dont je vous parle, qui redonnent espoir à notre métier, à notre filière. Et puis vous avez aussi un savoir-faire spécifique à la France et à notre monde de passionnés, de chercheurs, de scientifiques, qui bien souvent sont les premiers à trouver les bonnes solutions, les bons réglages, les bonnes harmonies. Donc nous, dans la rade de Toulon, on est un peu un site de démonstration de bonne cohabitation avec les coquillages à côté, qui ne sont absolument pas pollués par notre activité. Vous avez une harmonie des biomasses qui sont en élevage avec la masse d'eau, avec la courantologie, les densités, tout ça, donc une façon de travailler qui se rapproche de l'esprit du bio. Et puis vous avez, comment dirais-je, même des mesures de l'impact positif des rejets de poissons sur l'écosystème qui favorise la chaîne alimentaire. Et donc qui favorise le développement des coquillages, des moules. Et les moules, pour moi, c'est vraiment la référence absolue de la chaîne alimentaire, parce que dès qu'il y a les moules, il y a tout le reste. Hein. Il y a les poissons sauvages qui viennent, il y a les asticots, il y a les crevettes, il y a tout ce que vous voulez. Hein. C'est vraiment le meilleur témoin qui puisse exister. Si je peux compléter, mais tu diras si je dis des bêtises. Moi, découvrant, au Parlement européen, je suis dans différentes commissions, pêche, environnement, mais aussi développement. Il faut faire très attention sur ce sujet du transfert d'impact, un sujet sur lequel on a travaillé. Vous savez que l'Union européenne signe des accords de pêche avec les pays en développement, et notamment le Sénégal, la Guinée-Bissau, les Seychelles, etc. Et en fin de compte, ces poissons qui sont pêchés pour fabriquer des farines de poissons nourrissent quand même là-bas des populations locales. C'est-à-dire que nous, on n'en veut pas pour la consommation, mais ça nourrit, c'était censé nourrir les populations locales. Et que la réalité, c'est qu'en fait, ce sont beaucoup les Chinois qui utilisent, qui créent, qui ouvrent des usines de farine de poisson dans ces pays-là. C'est quelque chose qu'on observe de manière très inquiétante et qui finalement épuise les ressources de protéines locales. Il faut savoir qu'il y a 3 milliards d'individus sur Terre qui ne trouvent leur
leurs ressources en protéines que de la mer, quoi. Donc, juste faire... Effectivement, pendant longtemps, il y a eu un transfert d'impact. On fabriquait des farines de poisson pour l'aquaculture chez nous. Alors, je ne sais pas très bien, d'ailleurs, où on en est de l'importation. On continue à importer des farines de poisson qui sont produites dans ces pays, non? Oui, évidemment. Les choses vont mieux, mais il y a encore un peu de travail à faire. Évidemment. Moi, je vous ai donné l'avenir de notre filière qui... On n'y est pas encore. Voilà, on n'y est pas encore, c'est en cours. On est au balbutiement, ça commence par la farine de poisson. Les Norvégiens, évidemment, ils vont garder leur avance dans les microalgues pendant le plus longtemps possible. Mais le problème qu'on a, je vais essayer de vous le résumer, c'est que nous, quand on va voir nos clients, par exemple la grande distribution, c'est eux qui aujourd'hui font la pluie et le beau temps dans la filière des produits de la mer. D'abord, on importe pratiquement les 2/3 de poissons dans notre pays. Donc on n'est pas autosuffisant, on est en déficit complet. Donc il faudrait qu'on produise un peu plus. Et quand nous, on nous demande de produire, et qu'on va voir la grande distribution pour signer des contrats, etc., ils nous demandent un aliment exceptionnel, donc pas d'OGM, il faut s'engager. Hein. Tous les aliments du bétail et des poissons contiennent des OGM. Mais nous, il ne faut pas qu'il y ait d'OGM dedans. Il faut que les taux de dioxine et les taux de polluants de métaux lourds soient à des niveaux 100 fois inférieurs aux normes, alors que vous savez que toutes les farines de poisson, et notamment dans la pêcherie de la mer du Nord, c'est à la limite des seuils. Il y a même des reportages qui ont montré que les femmes enceintes en Norvège, les médecins leur disaient de ne pas manger de poisson, de saumon d'élevage. D'ailleurs, c'est passé sur une grande chaîne, là, sur la France 2, là. Juste avant les fêtes de Noël, là, pour rappeler un peu, parce que c'est le poisson, hein, je crois, un des plus consommés en France, hein, c'est le saumon, hein, qui n'est pas fait chez nous. Et aujourd'hui, donc nous, on doit s'engager à travailler d'une façon exemplaire au niveau de l'aliment, au niveau de nos pratiques d'élevage, au niveau de notre chaîne de froid, la qualité, les labels et tout ce que vous voulez. On reçoit des audits du bureau Veritas pour pouvoir être référencé. Et à côté de ça, en même temps que ça, vous avez les mêmes enseignes, hein, c'est ces 4 noms, hein, que tout le monde connaît, qui importent 80% de leurs produits de pays qui ne respectent pas tout ça. Alors, et arrivé sur les étals, vous avez 90% des consommateurs qui achètent un prix. Parce qu'ils se disent, à partir du moment où c'est mis en vente dans ce magasin, qui est contrôlé, qui est en règle, etc., je ne vois pas pourquoi je ne vais pas profiter d'un prix très très bas. Donc les gens se retrouvent avec les mêmes produits que nous, en moyenne à la moitié du prix du nôtre. Et c'est là où moi je ne suis pas d'accord, parce qu'on ne peut pas... On travaille là-dessus au niveau européen, justement, dans une stratégie qui s'appelle de la ferme à la fourchette. Alors, ça doit être aussi du filet. Ça concerne aussi la politique commune des pêches, justement pour qu'il y ait de la traçabilité et éviter justement cette concurrence qui n'est pas logique, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, Monsieur Berling. Oui, non, je voudrais justement par rapport à ce qui se pose là, comme on parlait tout à l'heure de la régulation de population, je l'ai vécu même cet été, moi je suis plaisancier, donc j'ai bien vu à quel point ça devient insoutenable. J'entends aussi le monsieur de TLV qui en parle, et aussi Olivier qui parle de... Est-ce que la solution n'est pas, c'est-à-dire dans ce que vous dites, mangeons du poisson, mais mangeons du poisson local, parce que je lisais l'autre fois dans Le Monde que par exemple à Sète, il y a 3 grosses familles qui font de la pêche très industrielle et donc enfin, je lisais un article dans Le Monde en tout cas qui disait que 80% étaient prélevés par ces 3 familles, et puis que les petits pêcheurs, enfin je considère Olivier comme un petit aquaculteur, il le dit lui-même. Donc est-ce que la solution n'est pas de ne pas faire une course c'est-à-dire de manger moins de poissons finalement et de le payer plus cher pour qu'il soit meilleur, plutôt que de vouloir surconsommer du poisson comme on le fait, de la même façon que on va surconsommer du loisir en allant trop à Porquerolles ou à Porquerolles. Et ma deuxième question, ça s'adressera justement au transport maritime, et ça s'adresse aussi à monsieur le préfet maritime, c'est-à-dire je constate aussi
et ça vaut pour les transports qui vont à Porquerolles ou Porquerolles, mais ça vaut aussi pour beaucoup de bateaux en Méditerranée que je vois moi en tant que plaisancier. Moi je fais de la voile donc on va pas très vite, mais je trouve que la vitesse des bateaux est énorme. Enfin les bateaux vont très vite. Pour moi, par exemple, quand les circuits maritimes qui font le continent, l'île, je trouve, est-ce que, c'est pour ça que je termine mon idée en disant, peut-être on peut ne pas penser produire toujours plus, consommer toujours plus, mais essayer de penser un peu plus sur un terme que j'appellerais une sorte de décroissance, et y compris pour le loisir, où on se dirait, tiens, on va plus doucement à Porquerolles, on prend plus le temps de traverser, et il y a moins de monde et on prend plus le temps, n'est-ce pas, d'être sur l'eau. Parce que à un moment donné, c'est vrai que ces bateaux vont très vite. Voilà. Donc c'était deux questions que je voulais poser à la fois, à Olivier, à Monsieur le Préfet, et puis Monsieur de TLV, à David. Voilà. Merci Charles, parce qu'effectivement le circuit court et la vitesse, c'est deux sujets essentiels. Je vais vous demander des réponses concises parce qu'il y a d'autres questions. Olivier, on commence par vous. Alors, la consommation locale, de la production locale. Alors, effectivement, en ce moment, depuis déjà 2-3 ans, on a un très gros succès sur circuit court, production locale. Je peux vous le témoigner puisque nous, on le vit en direct. Hein. Et par contre, effectivement, je ne suis pas tout à fait d'accord à dire consommons moins mais de meilleure qualité. Moi, je pense qu'on peut beaucoup développer la production de produits de qualité. Hein, ça s'est vu, je crois. Moi, j'ai beaucoup d'amis vignobles parce qu'évidemment, avec la dorade grillée, on boit du vin. Et ils viennent me voir. Et ces gens-là ont fait des progrès énormes. C'est l'économie circulaire. Ouais. Ils ont fait des progrès énormes dans la qualité de leur vin rosé, notamment, qui au départ faisait mal à la tête, et puis aujourd'hui, c'est incroyable. Voilà. On peut en boire beaucoup plus qu'avant. Donc moi, je serais pour développer ce concept qui se fait chez nous, dans notre pays. Je suis favorable à développer les lieux d'exception, les lieux de bonheur, comme je disais au déjeuner, parce qu'on a un potentiel énorme. Et Porquerolles est peut-être un exemple, mais moi je vais vous faire des cabanes sur pilotis dans la rade de Toulon qui vont faire rêver plus d'un. Et pourtant ça coûte pas cher, c'est dans presque un centre-ville, quoi. Merci Olivier. Monsieur le Préfet maritime. Oui, moi je souscris tout à fait au problème que la vitesse, ça génère du bruit avec les bateaux moteurs. Il faudrait mieux qu'on soit à la voile, parce qu'on pourra aller vite et sans faire de bruit. Nous, on a interdit dans nos eaux tout ce qui était course de bateaux à moteur. Donc, et on a essayé d'obtenir la même chose des Italiens, mais ils ont une tradition et c'est difficile d'obtenir ça de leur part. Donc on voulait justement que toute la zone Pélagos soit une zone où il n'y aurait pas de course de bateaux à moteur. Et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas du côté des Italiens. Non, le jet ski, c'est toujours autorisé. Mais il y a une limite de vitesse qui est imposée dans la bande des 300 mètres, dans les ports. Vous savez que vous êtes limité à 5 nœuds. Voilà. Mais à l'extérieur, on a autorisé quand même. Et on arrive vraiment à réglementer, à surveiller, parce qu'on en voit passer des jet skis qui ne sont peut-être pas... Là, on a fait quand même pas mal d'opérations de police, notamment autour de Marseille, où il y avait de gros problèmes. Et pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, on assiste à une nouvelle forme de location qui n'ont pas avec des sociétés qui ont pignon sur rue, et avec l'ubérisation. On voit des gens, et on a constaté là cette année notamment, des gens qui ne connaissaient pas du tout la mer, qui consomment la mer comme n'importe quoi, qui font du transport de passagers, la monnaie, qui ne tiennent pas compte de l'environnement, de la situation, du vent. La Méditerranée est une mer très dangereuse, donc ils partent en mer. Et puis d'un seul coup, il y a le Mistral, ils ne se sont pas renseignés sur la météo, et ils se retrouvent au milieu de la mer Jolie avec le Mistral qui s'est levé. Et vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les gens qui ne connaissent pas la mer, qui ne savent pas servir d'un voilier ou même d'un bateau à moteur, donc nous, ça veut dire cette année plus de 3000 interventions d'opérations de secours dans l'année, plus de 6000 personnes à qui on a porté assistance, rien que sur les côtes méditerranéennes. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et l'ubérisation, c'est des gens qui louent, ils ne savent même pas à qui ils louent exactement. Et qui n'ont aucune pratique, aucune règle. Lorsque c'est une société, elle vous explique comment utiliser votre bateau ou votre jet ski. Elle vous explique la réglementation.
lorsque vous louez comme ça à quelqu'un que vous rencontrez sur Internet, vous lui louez un service, mais vous êtes responsable de rien du tout. Donc là, on a un problème de ce côté-là. Ensuite, il y a quelque chose qui vient justement de la Commission européenne, c'est le programme LIFE. Et on a soutenu Piaco, qui est un projet qui a été remporté, un appel à projet, qui a été remporté d'ailleurs par un ensemble d'industriels, dont Naval Group, qui est le leader de ce groupe, et qui est de montrer, de faire partager aux autres toutes les bonnes pratiques qu'on a développées sur nos bâtiments de guerre, pour justement faire moins de bruit, parce que nous c'est un souci, on ne veut pas être détecté par les sous-marins et par les autres bateaux, donc on ne veut pas faire de bruit. Donc on est assez écologique en fin de compte. Hein. Et en même temps, ces bonnes pratiques dans la construction navale, on les met à disposition de la marine marchande et des armateurs pour qu'ils voient un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour faire moins de bruit et pour avoir moins de conséquences justement sur la faune. Et c'est très intéressant ça. Vous savez qu'en ce moment, les coureurs qui vont partir, j'aperçois Sébastien Destremaux qui interviendra. C'est bien toi derrière ton masque là-bas ? Non, je ne vois pas. Non, c'est pas toi. vous ressemblez à Sébastien, mais il ne doit pas être là. J'ai cru. Il y a un vrai problème de collision avec les cétacés aussi pour les coureurs. Et est-ce que vous développez, indépendamment de REP7 que vous évoquiez tout à l'heure, des systèmes de répulsion éventuellement des cétacés pour éviter les collisions? Alors, les pingers oui, par les exemple. pingers qu'on utilise, on ne les utilise pas sur nos bateaux. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. En tout cas, c'est pas une technologie qui est actuellement maîtrisée. Ce qu'on est en train de développer, en revanche, c'est des pingers, des bruiteurs, en quelque sorte, pour écarter les cétacés, pour leur faire peur lorsqu'on doit faire exploser une mine. Vous savez que dans notre région, on a été bombardé. On a beaucoup de mines qu'on découvre toutes les semaines. On découvre des mines, même au large de Porquerolles et ailleurs. Et dès qu'on en découvre une, il faut, soit on peut la soulever avec nos plongeurs démineurs, on les prend, on la déplace pour l'amener au large pour la faire exploser, parce que c'est des mines instables et qui sont très dangereuses. Hein. C'est des fois plusieurs centaines de kilos d'explosifs. Hein. Ou alors, lorsqu'on est obligé vraiment de la faire sur place, parce qu'on ne peut pas la déplacer, on est en train de s'approvisionner de bruiteurs pour faire peur aux cétacés et aux poissons, pour pouvoir faire exploser la mine et que ça n'ait pas de conséquences sur eux. Comme ça, après, ils peuvent revenir. Voilà. Et également des matelas à bulles. C'est en quelque sorte, vous faites un matelas, une sorte de barrière à bulles qui va amortir l'onde de choc et le bruit. Et vous savez, vous avez sans doute entendu parler aussi des débats, mais ça c'est en Atlantique et en mer Baltique surtout, des cétacés qui se prennent dans les filets des pêcheurs. Et ça, en ce moment, il y a effectivement des solutions qui sont en train d'être mises en place pour mettre justement des répulsifs sur ce qu'on appelle les pingers, justement sur les filets des pêcheurs pour éviter les captures accidentelles de dauphins. Et pour ça, il faut bien connaître la faune et la flore. Donc là, on se rejoint parce que, par exemple, l'étude qui a été faite, justement, les émissions qu'on entendait juste avant, ce que font les échanges, la communication entre les cétacés. Ce qui est important, c'est de savoir comment ils vivent, à quel type de fréquence ils utilisent, comment ils chassent ensemble. On a encore beaucoup de choses à apprendre. On croit tout connaître, mais en fin de compte, ce n'est pas les mêmes émissions lorsqu'ils sont en chasse pour chasser les pêcheurs, lorsqu'ils sont en train de simplement converser entre eux ou de jouer entre eux. Voilà. Et donc, on a besoin encore de savoir, pour savoir quel type, par exemple, d'émission on va utiliser. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait une émission qui peut-être vous permet de les écarter, mais qui les pénaliserait, par exemple, dans leur pêche ou dans leur reproduction. Alors, il y a peut-être des périodes. Voilà, il faut qu'on continue à progresser là-dedans, dans la connaissance, pour pouvoir avoir l'outil adapté. Françoise ? Oui, juste parce que finalement, on observe très souvent des échouages de cétacés sur nos côtes, mais on n'a pas encore trouvé la raison, vraiment, pour laquelle ces cétacés sont échoués. Donc, en fait, on connaît très très peu le comportement de ces animaux et l'éthologie de ces bestioles. C'est un enjeu pour l'avenir. Oui, parce qu'en fin de compte, toutes les recherches, c'est moi qui les autorise dans la zone Méditerranée. Donc c'est pour ça qu'on a soutenu ce projet-là. C'est un très beau catamaran avec des drones. Hein, c'est ça, de Cyprovène. Voilà, de Cyprovène. Et nous, on est vraiment très intéressés par ça parce qu'on est tous... c'est pas par hasard qu'on est là, hein, c'est qu'on aime la mer. Hein, donc on a fait notre métier. Donc on est passionné par ça. Et on se rend compte qu'on est encore très faible il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Voilà. Même s'il y a eu beaucoup de recherches, on ignore énormément de choses. Mais il faut faire attention aux mauvaises décisions. Donc,
c'est la coopération vraiment de tous les acteurs. Vous vouliez intervenir, mais il y avait une autre question aussi. Allez. Juste pour répondre, 2 points très brefs par rapport à votre question. Effectivement, il y a quelques années, le Parc national de Porquerolles a mis en place une offre du low-tourisme. C'est Laurence Bonamy qui avait piloté ça, je crois. Il me semble. Donc, effectivement, donc l'idée, c'était de travailler sur des solutions très faiblement impactantes. Ça, c'est une piste intéressante. Deuxièmement, bien évidemment que nos navires vont vite, entre guillemets. Il y a 30 ans, 40 ans, les bateaux qui faisaient la rotation allaient sur 10 nœuds. Nous sommes sur du 20 nœuds. Par contre, nous savons que notre activité est impactante, inévitablement. On va cramer entre 800 000 et 1 million de litres de carburant. Donc de toute façon, Par contre, on essaye de vraiment travailler sur la teneur en soufre, sur les échappements humides. Et puis, on a fait le choix dans cette entreprise familiale de changer tous les 8 ans nos moteurs. C'est-à-dire qu'on a une politique de remotorisation de nos moteurs qui nous permet en fait de bénéficier des dernières technologies et de réduire le bruit, de réduire les vibrations, et ça a un effet sur les cétacés, mais ça a aussi un effet sur le personnel, ça a aussi un effet sur la qualité du confort en fait du passager. Donc l'idée c'est vraiment d'accumuler comme ça toute une série d'investissements et de solutions. Et la meilleure solution sera la solution à venir et sur laquelle on pourra apporter la preuve qu'on a encore baissé l'impact. Juste dernier point, vous avez raison, en fait, les touristes que l'on transporte, ils aiment bien qu'on aille lentement. Parce que finalement 18 minutes de rotation alors que le billet est quand même assez cher, ils disent c'est pas très rentable. Et une des actions très importantes qu'on a mis en place, on a transformé la conduite écologique, en fait, les politiques qu'on a vues sur la route pour essayer d'optimiser la conduite, donc de ralentir, d'optimiser les rapports, etc. En fait, on l'a basculé sur une expérimentation et on a fait du pilotage économique. Et ça s'est traduit par une réduction de 200 tours minutes. Et ça a un effet sur plein de paramètres, et notamment la consommation, et notamment le bruit. Et en fait, on va un tout petit peu moins vite. Et sur l'ensemble du cycle, on perd 1 minute à 2 minutes maximum quand on intègre l'embarquement, la traversée, le débarquement. Donc c'est absolument indolore pour les habitants qui ne s'en rendent pas compte et qui peuvent vite rentrer chez eux. Près. Amiral, vous... Juste sur le soufre, la réglementation a largement évolué parce qu'elle était de 3,5 de taux de soufre jusqu'au 1er janvier. Depuis le 1er janvier, c'est 0,5. Et actuellement, par exemple sur le port de Toulon, il y a des avantages pour les bateaux lorsqu'ils acceptent de passer à 0,1. Donc vous voyez, on progresse énormément en fin de compte. Et c'est des chiffres qui sont significatifs en termes de pollution. Absolument. Oui, juste un chiffre. Je donne juste un chiffre. En fait, nous, on utilise un carburant qui fait 0,01 ppm, voilà, en soufre. Et on vient de voter un texte au Parlement européen sur lequel j'étais rapporteur pour mon groupe, où on a fixé un objectif de réduction. Alors ça concerne le transport maritime, j'espère qu'on touchera aussi d'autres plaisances. Un objectif de réduction de 60% des émissions de CO2 d'ici 2030, mais aussi l'élargissement des zones de basse émission à toute la Méditerranée, à toutes les zones européennes. Voilà. Voilà, je pense qu'on va y arriver. Madame, je crois que je prends les 2 dernières questions et après on s'arrête. Enfin, je ne sais pas, où est... Qu'est-ce qu'on dit, chef? C'est bon? Je n'ai pas compris. Oui, j'ai une question. Donc 100 000 touristes au mois d'août. Il se trouve qu'au mois d'août, il y a également des alertes incendies. Je crois qu'il y a eu une dizaine de jours d'alerte incendie classée rouge, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas aller marcher dans les massifs donc de Porquerolles ou de Porquerolles. Donc, je sais que le monde associatif est très mobilisé pour informer les gens sur les embarcadères, c'est-à-dire au départ des bateaux.
Mais malheureusement, je pense qu'il faudrait alerter très en amont, avant que les gens ne s'engagent, par exemple, sur la presqu'île de Gien pour aller se garer. Voilà, donc est-ce que c'est prévu? Parce que c'est quand même grave, 10 jours d'interdiction d'aller se promener dans les massifs. Je vais prendre la deuxième question. Madame, derrière, vous aviez aussi une question? Ah, parce que, pardonnez-moi, parce qu'à chaque fois, ah oui. Préservatif. Bravo. Bon, non, c'était pas une question, c'était pour insister sur le manque d'information de la population par rapport à l'herbier de Posidonie. Ils ne font pas la différence entre herbier de Posidonie et algues, et ils trouvent très sale d'avoir des débris d'herbier de Posidonie morts sur les plages l'été. Ça perturbe beaucoup les touristes. Alors moi, à titre de botaniste passionné de la nature, je me permettais de les informer et de leur expliquer, mais il faudrait peut-être commencer au niveau des écoles. Merci, je croyais que ça avait un peu évolué. Je pense, Marc, les deux questions, peut-être. Alors, pour répondre à la deuxième avant la première, effectivement, nous, dans les programmes éducation à l'environnement et au développement durable qu'on mène avec les associations du secteur, avec l'éducation nationale, avec le ministère de l'Agriculture, on informe beaucoup sur ce problème de la Posidonie et des mattes de Posidonie échouées sur les plages. On a encore, effectivement, trop souvent, on voit encore ces mattes de Posidonie poussées au bulldozer pour la saison estivale. J'ai cru que c'était interdit. Il y a des dérogations ici, poussées au bulldozer pour la saison estivale et remises. Elles sont remises. Interdit, parce qu'il y a quelques années ça se faisait, mais j'ai cru que c'était on est en régime dérogatoire ici et donc elles sont réétalées sur les plages en hiver pour assurer un rôle de protection du littoral et de tampon par rapport à l'énergie marine qui vient éroder les dunes ou les secteurs côtiers. Voilà, alors c'est vrai que ces mouvements de Posidonie sont préjudiciables. En termes quantitatifs, on en perd quand même une grande partie. En termes d'écosystème, c'est pas un matériau simplement plastique, je veux dire, c'est un milieu de vie aussi. On a des espèces d'insectes spécialisés dans la matte de Posidonie. On a même des espèces rares qui vivent que dans la Posidonie. Et tout ce programme d'éducation doit faire évoluer aussi la culture balnéaire. C'est que aujourd'hui, une plage propre pour quelqu'un, c'est une plage minérale. Alors que, on le sait tous, la vie biologique contribue aussi à nettoyer les choses et à faire en sorte que ce soit digéré. Voilà, donc là, il reste un grand chemin à faire là-dessus pour l'éducation et pour changer la culture par rapport à ça. Et sur la première question, qui est-ce qui... C'est toi? Ouais, alors c'est la terre, monsieur le préfet maritime, ça ne va pas vous concerner. Donc Marc? La première question, c'était sur les incendies, pardon, oui, c'était Christine. Sur les incendies, effectivement, on a renforcé, nous, le dispositif. On estime qu'en été, c'est une action prioritaire parmi les actions prioritaires du parc, et donc on mobilise énormément de moyens sur la prévention incendie. On renforce l'information dans les massifs forestiers, on fait appel à la garde régionale forestière avec cette année 5 jeunes par exemple à la Tour Fondue qui se sont relayés pour informer les visiteurs avant leur embarquement sur les bateaux, sur la fermeture des massifs. On a des contrats et des conventions donc avec les associations qui viennent prêter main forte aussi sur le message de prévention. Beaucoup de gens en fait ne connaissent pas le risque et a fortiori n'ont pas idée de l'amplification du risque sur une île. On a fait une enquête l'année dernière en été, seulement 50% des gens sur les plages savent que la cigarette peut mettre le feu à un massif forestier. 50%, vous vous rendez compte du chemin qui reste à faire pour éduquer les fumeurs. C'est un miracle si aujourd'hui on n'a pas le feu sur les îles. Et chaque année, les gardes du parc, tous les matins, se lèvent avec un nœud au ventre en se disant pourvu que ça ne soit pas aujourd'hui. C'est vraiment un problème sur lequel la sensibilisation doit encore être terriblement renforcée. Voilà. Alors, en amont, leur dire avant qu'ils arrivent à la Tour Fondue, aujourd'hui les massifs sont fermés, oui, c'est nécessaire.
l'information elle est disponible sur les sites de la préfecture. On a tous créé des liens avec ce site d'information de la préfecture. Tous les soirs, si vous voulez, à 17 ou 18 heures, la préfecture publie un communiqué et met à jour une carte informant les populations sur la fermeture des massifs du lendemain. D'accord. Voilà. Mais à Porquerolles, on a encore une tolérance pour accéder aux plages, parce qu'autrement, on aurait parfois 10 000 visiteurs concentrés dans le village, ne pouvant pas sortir du village, et vous imaginez la révolution que ça pourrait créer, quoi. J'ai une dernière intervention. François, je te demanderai, après une petite intervention de ma part, de conclure. Donc, je te le dis. La question des incendies est majeure. Hein. Vous comprenez bien que pour une entreprise privée dont le business est de transporter les passagers, si demain il y a un incendie sur Porquerolles, on ne va pas transporter grand monde. Donc effectivement, Marc rappelait toutes les actions qui sont menées. Malheureusement, quelqu'un qui ne veut pas voir, il ne voit pas. Toutes ces informations sont systématiquement relayées maintenant. C'est la veille, hein, à partir de 17h, 17h30. Mais vous avez encore les caissiers, les capitaines, sont tous mobilisés, et de la plupart des compagnies, parce que pour nous aussi, ça serait une catastrophe économique si ça arrivait. On a mis en place, par exemple, à Porquerolles, le ramassage, on tente d'éliminer les mégots de cigarettes, parce qu'il y a encore plein de gens qui fument sur certaines zones. On ramasse 50 000 mégots par an qu'on envoie dans une filière de valorisation. Non, sur le continent. Mais en fait, c'est nous qui avons été à l'initiative de ce dispositif. Donc je peux vous garantir que nous, en tant que professionnels, au-delà du fait qu'on soit mobilisable par le préfet et le préfet maritime pour essayer de protéger les populations et les ramener le plus vite possible, pour nous, c'est un enjeu majeur. Mais malheureusement, je vous garantis que les comportements des Haussiens sont parfois désespérants quand on voit qu'on met à leur disposition des cendriers et qu'au bout de 2 jours, ils ont pris feu 3 fois et on nous demande de les démonter. Merci pour ce témoignage. Françoise, avant de te donner le micro pour la conclusion, je voulais juste évoquer, parce que je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, le clip que vous avez vu. C'est un tournage que nous avons réalisé avec Marie Tabarly, qui a lancé un très joli projet qui s'appelle Élémentaire, à bord du Penduic 6 de son papa. Et elle a à bord, elle fait de la sensibilisation aussi à l'environnement, à la mer, avec des artistes. Charles, c'est un petit peu... Et on a besoin, comme je le disais en introduction, de toutes les parties prenantes et aussi des acteurs, des artistes, etc. pour partager ce qu'on appelle... dans un langage anglo-saxon, l'ocean literacy, c'est l'alphabétisation de l'océan, c'est le partager l'océan, le fait, etc. Et donc le garçon, Théo Sanson, c'est un garçon qui traverse sur des stacklines entre les sommets, entre à 2000, 3000 mètres, etc. Et donc il m'avait contacté parce qu'il souhaitait justement montrer qu'on va tous dans le même sens, que ces 2 bateaux qui vont dans la même direction, ces 2 initiatives Océan Bien Commun et Élémentaire, parmi des centaines d'autres, hein, participent à la préservation de l'océan en particulier, de la planète en général, et qu'on a besoin de créer du lien. Donc je pense, Charles, que aujourd'hui tu nous as permis de créer du lien. Merci à toi, Françoise. Et merci à vous d'avoir été là. Merci à tous. Merci de nous avoir invités dans cette magnifique, ce magnifique site, je dirais, que moi je ne connaissais pas avant de venir. Merci beaucoup, Catherine, d'avoir organisé les choses pour que nous puissions parler de l'océan. Avec l'équipe, hein, parce que je peux dire merci à toute l'équipe de Château Vallon et à Tiffaine, les 2 Tiffaine Sanson, Tiffaine Chopin, qui m'ont beaucoup aidé. Merci. Et puis toute la technique live. Et puis finalement, bon, 2 ou 3 choses en conclusion. La première, c'est, vous voyez qu'on a encore beaucoup à connaître, donc on a besoin de recherche encore pour savoir. Et la façon de connaître est importante, mais connaître, ça peut être intéressant simplement pour comprendre, mais aussi pour agir. Et là, je pense qu'on a eu la possibilité de pouvoir échanger, d'illustrer également la nécessité de travailler à plusieurs, avec des points de vue différents,
et que ce n'est que dans cette co-construction qu'on arrivera à faire quelque chose. Et puis on a besoin aussi de vous tous pour que demain cet océan soit non seulement un bien commun, mais aussi un bien qui soit pour les générations suivantes, les générations à venir, quelque chose, un bien durable.